Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour. Avant d'accueillir notre invité, je souhaitais juste vous remercier pour vos likes, vos commentaires qui sont toujours de plus en plus nombreux et qui donnent vraiment du sens à ce podcast. L'idée derrière étant d'informer, de sensibiliser sur ces expériences exceptionnelles, mais aussi de fournir une liste de thérapeutes, de professionnels de santé qui sont formés à ces accompagnements-là, à ces expériences-là, qui vont pouvoir entendre votre expérience sans la juger et vous guider pour intégrer ces phénomènes. Donc vous retrouvez cette liste dans la description. Personnellement, comme on m'a demandé, non, je n'accompagne pas ces expériences-là. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Par contre, si vous avez envie, vous pouvez rejoindre notre groupe de méditants en ligne 2 fois par mois en fait, le mercredi. Je facilite des méditations qui sont centrées sur le cœur. L'idée, c'est d'aller découvrir ce cœur spirituel, de faire l'expérience de ce cœur spirituel qui a une connaissance qui nous guide, mais également qui est un espace infini, qui est l'essence même de ce que nous sommes. Cet espace, il est là, il est toujours là. Et on peut, voilà, par la pratique méditative, accéder à notre partie lumineuse. Donc si ce que je suis en train de vous partager vous parle, résonne avec vous, n'hésitez pas à aller voir les informations concernant ce groupe. J'ai la chance d'accueillir à nouveau Valérie Seguin. Valérie qui était déjà venue dans un premier épisode nous parler des VSCD, les vécus subjectifs de contact avec les défunts, toutes ces sensations de présence, ces signes que peuvent nous apporter nos proches décédés. Valérie est auteure, réalisatrice de documentaires autour de la mort, de l'âme, de l'intelligence intuitive et spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus en profondeur dans sa connaissance parce qu'elle a rencontré énormément de monde, donc peut-être aborder les visions des personnes en fin de vie, aborder l'impact finalement de ces phénomènes, que ce soit les VSCD, les expériences de médiumnité, les expériences de mort imminente, l'impact que ces expériences-là peuvent avoir sur le deuil. Bonjour Audrey, merci de m'accueillir à nouveau. Merci d'être avec nous pour approfondir un petit peu plus ce phénomène. Donc, est-ce que tu as rencontré d'autres expériences, voilà, peut-être particulières, que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Alors, il y en a une qui m'a, parce qu'on m'en a reparlé récemment, j'avais interviewé une médium qui m'avait d'avoir communiqué avec une personne qu'elle pensait défunte, hein, puisqu'elle, en principe, elle ne communique qu'avec des âmes de défunts. Et elle avait demandé à sa maman, parce que c'était une amie de sa mère, elle m'a dit: «Mais elle est morte, madame untel?» Et sa mère lui dit: «Non, elle n'est pas morte, elle a Alzheimer». Et en fait, voilà, les médiums peuvent communiquer avec, une personne qui a Alzheimer. Et récemment, j'ai une autre médium qui m'a dit exactement la même chose. Voilà, donc c'est assez étonnant, en fait. Donc ça, c'est voilà. Et souvent, je l'avais dit d'ailleurs dans mon premier podcast, que, quand j'ai 2, 3 personnes qui me disent la même chose, qui me parlent du même phénomène, je me dis: «Bon, OK, c'est qu'il existe ce phénomène». Enfin voilà, c'est une réalité. Donc en fait, finalement, les médiums auraient la capacité de communiquer à,
avec autre chose finalement que la partie matière qui est malade dans une pathologie où il n'y a plus la possibilité de contact. Comment tu vois ça, toi? Est-ce qu'il communique avec l'âme de la personne? Est-ce qu'il communique avec une partie lumineuse? Je sais pas. Alors après, c'est qu'est-ce que, l'âme en tout cas, je dirais que l'âme que les scientifiques n'utilisent pas le mot âme, hein, d'ailleurs, ils utilisent plutôt le mot conscience et en fait, cette partie de soi énergétique qui est capable de sortir du corps et de se balader ou une partie, en fait. C'est comme ceux qui se font des sorties de corps. Des sorties de corps, sans avoir de maladie ou sans être au bord de la mort. Par exemple, on prend le cas Nicolas Fraisse, qui depuis qu'il est tout petit est capable de sortir de son corps et aller ailleurs voir ce qui s'y passe et entendre ce qui s'y passe. Quand il est et ça, c'est depuis qu'il est tout petit. Quand il s'ennuyait en classe, il allait chez lui, heu, voir ce qui se passait. D'ailleurs, son chien réagissait. Sa maman lui disait: «Ah!» c'est amusant parce qu'effectivement, parce qu'il en parlait avec sa maman «À telle heure, ton chien, a réagi comme si tu étais là, comme si tu étais présent. Il s'est comporté anormalement, en fait». Voilà, donc le chien sentait la présence et en fait, oui, ces phénomènes, donc il y a les sorties de corps, il y a et ce qui est intéressant, c'est qu'en sortie de corps, ils nous racontent la même chose que nous racontent les expérienceurs de mort imminente. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont toute la pièce, qu'ils sont tout l'environnement, qu'ils ont une vision à 360 degrés. Et c'est ce que racontent aussi les EMI, les expérienceurs. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de voir euh, de lire les similitudes en fait entre tous ces phénomènes. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ça se regroupe en fait, hein. Ça se Ouais, regroupe tout une à fois que fait. tu rentres dans un, tu vois qu'en fait, Ouais. Et c'est rassurant d'ailleurs. C'est rassurant, hein. C'est comme quand tu lis des livres de médiums, que ce soit des médiums brésiliens, américains, européens ou asiatiques, ils disent tous la même chose. Et là aussi, c'est rassurant sur l'au-delà. Voilà, ils parlent tous de même les défunts du monde entier disent la même chose finalement. Les contacts en tout cas. Alors maintenant, il paraît que ce monde de l'au-delà est assez complexe et qu'on n'a pas toutes les infos. En tout cas, ce qu'on a ici, ça nous donne un petit aperçu en fait de ce qui s'y passe. hmm. Est-ce que tu as entendu parler de cette étude du docteur Mathieu Delvaux sur les difficultés d'intégration des EMI? C'est une thèse, hein, d'un médecin qui explique qu'en fait, il y a 42% des EMistes, donc des gens qui vivent ces expériences de mort imminente, qui partagent leur expérience dans la semaine qui suit à leurs proches, à leurs conjoints, à leurs amis, parce qu'ils ont vraiment besoin d'en parler et que ça les soulage réellement. Et cette étude, elle montre aussi il y a des personnes qui mettent entre 5 et 48 ans avant d'en parler. Et dans 70% des cas, ils se taisent parce qu'ils ont la peur, ils ont peur de la réaction de leur interlocuteur. Alors que si on prend les expériences de mort imminente, par exemple, bah, très souvent, en tout cas dans les études, ça arrive dans le milieu hospitalier avec les soignants, etc. Et voilà. Et cette étude, elle montre aussi qu'il y a 29% des patients qui ont osé en parler avec les soignants ont rencontré à 56% des réactions négatives des soignants. Soit parce que les soignants sont indifférents, soit ils nient l'expérience. Ou encore ils remettent en doute leur santé mentale. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as des expérienceurs qui t'ont partagé ça? Alors pas vraiment, parce que je me suis pas forcément intéressée, non, j'ai pas s je me suis plus intéressée à l'expérience elle-même, plutôt que comment ça a été, vécu, comment ça a été partagé. En revanche, moi ce que j'ai vécu à l'hôpital, c'est, quand ma grand-mère était, donc en à l'hôpital, à un moment, elle voit des visions en fait. Elle a vu ce qu'on appelle les visions des mourants et les médecins qui sont dans mes films, nous disent que c'est quasiment tous les patients, tous les mourants qui ont ces visions des mourants. C'est-à-dire, c'est les proches décédés avant eux qui viennent les chercher.
C'est ce qui se passe dans une mort naturelle. C'est-à-dire que c'est comme si l'âme ou la conscience commençait un petit peu à être dans une autre dimension et avoir accès en fait à ce monde de l'au-delà. Donc ils voient des beaux paysages et ils voient des proches décédés avant eux venir les chercher, ou en tout cas apparaître. C'est arrivé à mon père, et puisqu'il m'en a parlé, puisque moi il savait que j'avais cette ouverture spirituelle, mais en même temps il n'osait en parler à personne, et surtout pas au personnel soignant. Mais les médecins, effectivement, ouverts à ça, les médecins soins palliatifs ouverts à ça et qui sont dans mes films, eux le disent ouvertement et disent effectivement, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, voire qui n'arrive pas toujours. Et en fait, quand j'étais donc dans la chambre de ma grand-mère, il y avait une infirmière qui était là, ou une aide-soignante, je ne sais pas qui c'était, mais elle m'a fait un signe de la main au niveau de la tête, vous savez, quand on tourne la main, là, ça veut dire, ce qui voulait dire, ne vous inquiétez pas, elle déraille. Et moi, connaissant ce phénomène, puisque ma grand-mère est décédée après mon père et donc je connaissais déjà ce phénomène des visions des mourants, pour moi, elle ne déraillait pas. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui a été extrêmement important pour moi parce que ma grand-mère, qui avait 97 ans, n'était pas du tout mourante. Tout allait bien chez elle, elle avait juste un col du fémur cassé, donc voilà, Elle elle était était pas en fin de alitée, vie. mais sinon, elle allait très bien en fait. Et donc à aucun ah non, mais pas du tout, d'ailleurs, on pensait qu'elle serait centenaire, enfin voilà, elle était en pleine forme. Et à son c'est ce qui était dramatique pour elle parce qu'elle voulait partir d'ailleurs, parce qu'elle en pouvait plus d'être alitée à cause de cette jambe, elle pouvait plus marcher, donc elle était alitée tout le temps. Et parce qu'elle a eu cette vision des mourants et qu'elle m'en a parlé, déjà je l'ai rassurée. Et ça lui a fait beaucoup de bien que je la rassure et que je comprenne ce qu'elle vive. Je lui ai dit: «T'inquiète pas mamie, c'est voilà, ça arrive, enfin ça arrive, souvent qu'on voit des personnes, je te crois», et ça l'a beaucoup rassurée en fait. Plusieurs fois elle m'a dit: «Merci, merci, merci». Mais surtout, c'est que moi je partais en vacances 2 jours après, et parce qu'elle a eu cette vision des mourants, je me suis dit: «Mais si elle a eu une vision, est-ce que c'était une vision des mourants? Et si ça l'est, ça signifie qu'elle va mourir», et je suis retournée la voir juste avant de partir en vacances. Donc 2 jours après, juste avant de partir en vacances, et elle est morte le soir même. Voilà, donc ça m'a permis de savoir que ma grand-mère allait mourir et de retourner la voir. Donc c'est hyper important ces phénomènes. Et là, l'aide-soignante ou l'infirmière, je ne sais pas qui était, tu vois, m'a fait un signe du style, «Vous inquiétez pas, elle déraille». Bah non, elle déraillait pas. Non. Ben oui, parce que tant on ne je reste persuadée que tant qu'on n'intégrera pas ces états de conscience modifiés dans la formation médicale et paramédicale, en fait, la plupart d'ailleurs, dans cette étude de Mathieu Delvaux, ce qui est prouvé, en fait, c'est que la plupart de ses confrères médecins ont entendu parler des expériences de mort imminente par les médias. Tu vois, et en fait, bah, tant que ça ne sera pas intégré dans leur formation, bah, ça va être difficile. Parce qu'on est on est dans un monde matérialiste qui est formé comme ça et conditionné comme ça, malheureusement. Hein. Et c'est important d'ouvrir justement cet autre côté parce que ben, c'est plutôt rassurant finalement ces visions de fin de vie, de savoir que ben, au moment de partir, finalement, il y a notre entourage qui va venir nous accueillir. On ne sera pas seul. Et puis aussi pour les proches, parce qu'on ne sait jamais quand quelqu'un va décéder. Et ça, c'est vraiment un indicateur. Mon père comme ma grand-mère, ça a été 2 jours après. Et voilà, donc c'est quand même ces visions de proches décédés, c'est quand même super important. Ça permet de se dire: «Bon, bah, OK, là, il va certainement partir. Ça y est, l'âme est prête à partir». Donc ça permet de se préparer. Enfin, de se préparer ou en tout cas d'être présent ou de voilà, d'être attentif à ça. Oui, bah si, 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 se préparer, c'est juste. Est-ce que euh, est-ce que tu penses que euh, l'âme choisit de partir le moment où elle va partir dans... Alors c'est une très bonne question. Hem, Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé avec ma grand-mère, en fait. Ma grand-mère, je racontais tout à l'heure qu'elle n'était pas mourante, et en fait, 6 mois avant, quand elle s'est cassée, cette jambe, en fait, et qu'elle était, condamnée parce que bon, à 97 ans, elle pouvait plus remarcher. Elle voulait absolument mourir, elle voulait partir,
Et moi qui étais, pour moi la mort c'est pas triste, hein, je sais qu'il y a quelque chose après, je sais que voilà, que les défunts continuent à vivre sous une autre vie, et pour moi c'est pas triste. Et j'ai demandé à la médecin parce que il y avait des personnes dans la famille qui l'obligeaient à manger quelque part et à se maintenir en vie. Et moi, j'ai demandé au médecin, j'ai dit: «Écoutez, ma grand-mère, elle veut partir, laissez-la partir, elle veut plus se nourrir, vous n'avez pas le droit de la nourrir de force». Enfin, vous voyez, j'ai eu une approche, laissons-la partir en paix, en fait. Moi, elle me demandait ça, en fait. Chaque fois que j'allais la voir, elle me demandait ça. Elle me dit: Valérie, aide-moi, quoi. Aide-moi, je veux partir». En plus, bon, sa fille, donc ma mère est décédée, donc elle avait envie de retrouver sa fille, voilà, elle voulait partir. Et je n'ai pas eu gain de cause. Alors que, vous voyez, l'euthanasie aurait été, ou la sédation, enfin, l'euthanasie aurait été, possible en France, peut-être qu'on l'aurait euthanasiée. Peut-être qu'en tout cas, moi, j'aurais milité pour qu'on l'euthanasie parce que c'était son souhait, en fait. Et en fait, ma grand-mère est partie 6 mois plus tard, de manière naturelle, puisque je viens de le raconter, avec une vision des mourants. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que son âme devait partir et elle a eu la vision des mourants. Voilà, tout était normal. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est décédée à 3 heures du matin et à 3 heures du matin est né mon petit-neveu avec 2 semaines d'avance. Et donc, heu, en plus avec une sage-femme qui portait le prénom de mon père. Donc assez étonnant en fait. Et ça me fait dire que si on avait euthanasié ma grand-mère 6 mois plus tôt, eh bien, elle ne serait pas partie au bon moment. Il fallait qu'elle vive encore 6 mois pour partir à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que l'âme souhaitait partir. Et qu'elle devait certainement croiser, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je saurai plus tard, hein, quand je retournerai dans l'au-delà. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose de cet ordre qui devait se faire. Donc ça me fait dire aujourd'hui que, bah, ouais, je suis pas sûre d'être pour l'euthanasie, alors qu'avant, ça me dérangeait pas. Ouais, ma grand-mère, enfin voilà, ce témoignage-là me montre que ma grand-mère, c'est son âme qui a décidé de partir à un moment précis. Et même si la personnalité, elle, voulait partir 6 mois plus tôt, eh bien ça aurait été une erreur. Ouais, alors je vais rebondir. euh, Dans ton documentaire sur l'âme, il y a ces témoignages très touchants de ces mamans qui ont perdu un enfant. Hein, pour moi, dans ma partie matière, en fait, je pense que c'est la souffrance, enfin j'imagine que c'est la souffrance la plus difficile. Et il y a ce témoignage de Lucie Hébert là qui explique qu'aujourd'hui elle se sent aimée et que quand on se sent aimé, on n'est plus jamais seul. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors effectivement, dans le film L'âme, il y a 3 mamans qui ont perdu des enfants et qui sont toutes lumineuses parce qu'effectivement, elles ont fait ce chemin et quelque part leur enfant les a amenées sur ce chemin de lumière, sur ce chemin d'ouverture à l'âme, sur ce chemin spirituel. Et récemment, il y a une association de parents endeuillés qui est spécialisée, enfin qui est ouverte à ces phénomènes, qui s'appelle les mamans lumineuses et les papas aussi. Et ce sont que des parents, voilà, c'est 3 mamans, qui ont perdu des enfants et qui ont créé cette association. Et alors c'est vrai que ce sont beaucoup de parents qui ont vécu des signes, qui ont reçu des signes de leur enfant. On parlait des VSCD, dans le cas de parents endeuillés, les enfants voient souvent des signes. C'est quand même un phénomène assez fréquent. Quand il y a un parent endeuillé, moi je conseille toujours cette association parce que d'abord voilà, celles qui ont créé ça sont vraiment, merveilleuses et ça aide beaucoup. Voilà. Et récemment, j'étais avec elles, on faisait une projection et on dînait après et je leur ai dit, «Est-ce que vous pensez que vous allez retrouver votre enfant après la mort?» Et elles étaient 2, c'était 2 des mamans lumineuses, elles m'ont dit: «Bah, évidemment, oui!» Enfin, c'était un oui, mais qui n'avait aucun doute, en fait. Et moi-même, j'en suis convaincue, puisque j'ai eu aussi des contacts avec, via un médium assez incroyable où je sais que mon père a retrouvé sa femme, ma mère, et que ma grand-mère qui voulait retourner dans l'au-delà pour retrouver sa fille, eh bien, elle l'a retrouvée, puisque dans la même séance, j'ai eu mon père, puis ma mère, puis ma grand-mère. Donc c'était assez incroyable. Et d'ailleurs, j'ai tellement douté, surtout pour ma mère qui est décédée très jeune, que j'ai demandé des preuves et la médium m'a donné 3 preuves que c'était bien elle, en fait. Mais ensuite, il y a ma grand-mère qui est arrivée.
Et donc tout ce petit monde de l'au-delà était en paix, en fait. Et oui, donc ces mamans lumineuses, elles étaient convaincues qu'elles allaient retrouver, leur enfant. Et moi, j'ai osé bah, quand on regarde les phénomènes, entre les expériences de mort imminente qui nous il y a beaucoup d'expérienceurs qui nous disent qu'ils ont vu des proches, entre les visions des mourants, c'est-à-dire ces personnes proches décédées avant nous qui viennent nous chercher, plus les contacts médiumniques, oui, ça montre qu'on va retrouver, nos proches. Donc, face à un deuil, eh bien, c'est se dire moi aujourd'hui, je me dis: «Bah, non, il est parti dans un autre monde, mais je vais le retrouver». Ça, j'en suis convaincue. Donc ça change le deuil, en fait. C'est plus un drame, c'est comme s'il était parti sur une autre planète et que de toute façon, je vais le retrouver, après. Mais pour le moment, j'ai ma vie à vivre. Donc ça change vraiment le deuil. Et Lucie, oui, Lucie, elle a fait tout un chemin et Lucie, elle se dit: «Mais» ce qui est aujourd'hui par rapport à avant, parce que Lucie, c'est arrivé il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans. Par rapport à avant, c'est qu'avant, on n'avait pas d'infos sur ces phénomènes. On n'avait pas toute cette information. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a accès, à des films, à des livres, à des témoignages. Aujourd'hui, les expériences de mort imminente, c'est plus un sujet tabou. Les médias en parlent, voilà donc aujourd'hui, on a accès à plein de choses. Oui, oui, ça change et heureusement, hein, ça change. Et oui, c'est vraiment tellement important. Et alors, du coup, ça me fait rebondir. Tu as perdu ta maman très jeune. Il y a eu un réel basculement, une ouverture, si je peux dire ça comme ça, une ouverture de conscience à d'autres réalités au moment du décès de ton papa. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur les souffrances que tu as traversées? Alors ça, je je pense que quand je retournerai dans l'au-delà, je demanderai des comptes. Pourquoi finalement, avoir eu à traverser ces souffrances d'enfance? Hem, alors je suppose que c'était mon chemin d'âme, mais je c'est-à-dire que finalement, moi, j'ai découvert ce chemin spirituel avec, des épreuves, avec une épreuve, surtout mon épreuve de genou où je pensais que j'étais handicapée, que je pouvais plus marcher, que voilà et ça a duré quand même 3 ans, difficiles et ça aurait pu être évité. Je pense que si j'ai fait, ces films, si j'ai fait ce film de comment se relier à son âme, c'est peut-être pour éviter les épreuves. Parce que la maladie, c'est l'âme a dit. Donc, en s'intéressant à son âme, parce que l'âme, si c'est effectivement nos corps énergétiques, si on les fluidifie et si tout ça fonctionne, bien en nous, hem, c'est la santé. C'est, on est en paix intérieure, en fait et donc, quand il y a un dysfonctionnement énergétique, eh bien, ça crée une maladie. Donc je pense qu'on peut éviter des épreuves, si, effectivement parce qu'on s'intéresse à son âme. En tout cas, moi, mon âme, elle m'a fait comprendre qu'elle était venue sur terre pour une raison et il était temps que je commence à m'y intéresser. Donc, et c'est par une épreuve que je l'ai découverte. Donc peut-être qu'on peut éviter ça, en s'intéressant à pourquoi son âme est venue sur terre. Parce que le plus triste, pour moi, le plus triste à la fin de sa vie, c'est, l'âme, elle retourne, dans l'au-delà et finalement, elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est venue sur terre. Donc c'est important de savoir, qu'est-ce que veut mon âme, en fait? Au fond de moi, il y a moi, Valérie, mais il y a aussi il y a une autre conscience, une autre intelligence en moi qui veut autre chose, qui est venue sur terre pour une raison et le pire, je pense, c'est voilà, c'est de passer à côté. Alors c'est pas forcément une mission de vie, hein, ça peut être un travail sur soi, ça peut être, quelle que soit la raison, enfin, on n'a pas tous, on doit pas tous écrire, faire des films, faire du bénévolat, enfin, chacun, doit découvrir ce pourquoi il est venu sur terre, en fait. Hmm. Et est-ce qu'on peut communiquer avec son âme? Et si oui, à quoi ça peut servir? À ça justement, à savoir pourquoi, son âme est venue sur terre, c'est l'intuition. Mais ça passe effectivement par des étapes, d'apaiser son mental parce qu'on est beaucoup dans la tête et tant qu'on est dans la tête, en fait, on n'a pas accès à nos intuitions, on n'a pas accès à l'intelligence corporelle. L'âme, elle est dans le corps. Donc en fait, il faut descendre sa conscience, son esprit dans son corps. C'est habiter son corps et ça demande un travail un effort, en fait, voilà, continuellement, et alors quand on fait de la méditation, ça peut aider parce que quand on fait de la méditation ou avec l'hypnose
ou avec toutes les méthodes, ou même en sport. Moi, par exemple, c'est souvent le sport, quand je fais du sport, que j'ai une intuition. Parce que quand je fais du sport, je pense à autre chose, je suis pas dans ma tête, j'habite mon corps, je réveille mon corps, et là, il y a une intuition qui arrive, une réponse en fait à quelque chose. Donc, faut trouver ce qui va permettre à son âme de s'exprimer. Et donc dans tes documentaires, tu parles aussi d'intuition, d'intelligence spirituelle. Est-ce que finalement, d'apaiser tout ça, d'amener cette paix à l'intérieur, parce que c'est peut-être ça le plus important, est-ce que ça pourrait être un moyen de recevoir des informations du monde invisible? Et est-ce que selon toi, il y a une co-création? Alors, je pense que pour certaines personnes, c'est plus facile. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de don médiumnique, donc je n'ai pas de faculté, de communiquer avec le monde invisible. En revanche, oui, je m'aperçois que quand ils veulent faire passer un message, ils arrivent à le faire passer. Alors c'est peut-être plus facile aujourd'hui parce que je suis ouverte, à ça, donc je suis plus à l'écoute. Ça peut être aussi des synchronicités, des coïncidences qui ont du sens. Exactement. Donc, est-ce que l'intuition pourrait être un palier et nous emmener? Oui, tout à fait. Ouais. Déjà avoir accès, déjà c'est voilà, ça demande des pratiques, contemplatives, de respiration consciente, de méditation, de pratiques sportives aussi, hein, de c'est tout ce qui va nous connecter au corps et nous faire descendre de la tête, en fait. Voilà, et là, on va avoir accès aux intuitions, aux messages, on va s'ouvrir, et déjà aussi intellectuellement se dire que ça existe, qu'on a bien une âme en nous et une autre intelligence en nous, et elle existe parce que, hem c'est Henri Poincaré qui disait, «On trouve avec l'intuition et on prouve avec la raison», en fait. Donc effectivement, la tête, elle analyse, elle réfléchit, elle va analyser et essayer d'apporter des preuves, mais l'intuition, la créativité, ce qui est nouveau, ça va être de l'ordre de l'intuition. Ok, en tout cas, merci, c'est super intéressant. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de l'âme 2? Parce que voilà, il y a ce documentaire-là. Alors l'âme, il est en préparation parce que le premier film, L'âme, c'est comment se relier à son âme dans cette vie. Et l'âme 2, ce sera, l'âme, l'au-delà et l'invisible, donc avec, de nombreux, témoignages de contact avec l'au-delà et d'expériences, voilà, d'expériences. D'accord, ben merci en tout cas. Donc je vais mettre aussi en descriptif cette association de mamans endeuillées et de papas endeuillés. Je pense que c'est vraiment important voilà, de relayer ces aides hein, qui Ouais. peuvent permettre aussi aux gens. Voilà. Et puis, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure? Ben, merci Audrey de faire ça, de propager ça, enfin, ou essayer de faire comprendre ça dans le milieu médical. Parce qu'il y a, voilà, on a tous, entre moi, une aide-soignante qui m'a fait comprendre que ma grand-mère déraillait, un médecin, soins palliatifs, heu, qui a été bah, voilà, qui quand mon père est arrivé à l'hôpital, était complètement fermé à tout ça. Enfin, voilà, donc je sens qu'il y a un besoin, en fait, où j'avais fait une formation aussi avec un médecin soins palliatifs, où on avait présenté tous ces phénomènes, et il y avait une infirmière soins palliatifs qui était dans la salle et qui a dit: «Mais moi, dans mon service, j'ai voulu parler de ça et on m'a dit, si vous parlez de ça, vous changez de service». Voilà, donc il faut qu'effectivement cette parole s'ouvre. Ah oui, c'est important. C'est vraiment important et c'est par des témoignages justement comme les tiens, comme les gens que tu as rencontrés. Voilà. Euh, ben, moi, dans mon parcours, j'ai rencontré de nombreux professionnels de santé aussi hein, qui ont vécu. Voilà, quand j'ai commencé à en parler, donc je me suis rendu compte en fait on était très nombreux Ouais, et nombreux aussi parmi les professionnels de santé, mais il y a une réelle omerta dans cette profession-là par rapport à tout ce qui peut avoir attrait à ce monde intangible. Et les gens ben, n'osent pas en parler.
Mmh. Et ça commence, alors je dirais, voilà, ça s'ouvre, hein, gentiment. Voilà, et c'est le but un petit peu de ces podcasts, effectivement, c'est de donner la parole justement voilà, à ces scientifiques, à ces expérienceurs aussi, à ces professionnels de santé aussi qui personnellement vont vivre des choses tout comme toi. Voilà, on part d'un côté très cartésien et gentiment on vit une expérience qui va venir bouleverser notre réalité et nous dire bon, il y a autre chose et on avance gentiment sur notre chemin comme ça. Voilà, en tout cas, merci à toi. Ben, merci Voilà. Audrey de proposer cela. Ouais. C'est important. Mais à bientôt et au plaisir de te retrouver ici ou là parce qu'on s'est déjà croisés plusieurs fois et c'est toujours Oui. avec un grand plaisir. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.